if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En cette fin de semaine, voilà, on se retrouve ce week-end. On a déjà eu deux beaux matchs qui se sont déroulés hier. Je voulais vous faire cette petite vidéo évidemment pour poursuivre une série qu'on a bien commencé en ce début de saison, même si c'est plus vraiment le début de saison. On arrive tranquillement vers le milieu, la trêve hivernale. Il y a la Coupe de France qui va débuter, donc on aura plein de choses à débriefer. Donc cette série que sont les top 7, on a déjà fait les gardiens de but, on a déjà fait les latéraux gauche, on continue notre petit tour de l'équipe en abordant aujourd'hui tout simplement les défenseurs centraux de Ligue 1. Donc top 7 des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, voilà, c'est du classique, on continue sur notre belle série. Quels sont les critères évidemment évoluer en Ligue 1 au poste de défenseur central? Aujourd'hui, évidemment, il y a défenseur central droit, défenseur central gauche. Ce sera mêlé. Je ne fais pas un top en fonction des deux parce que souvent, c'est des postes qui sont amenés à évoluer et à se mélanger. Donc, c'est un peu difficile d'établir qui est défenseur central droit ou qui est défenseur central gauche. Encore plus maintenant où on a des défenses à 3, donc tu peux être à 3 postes différents. J'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête et de faire un top avec tout simplement tout le monde dans le même panier et avec seul et unique critère de jouer en défense centrale en Ligue 1. Voilà tout simplement pour les critères. Je pense qu'on est pas mal pour l'explication des petites règles. Si vous avez des petites velléités, des petites revendications, des petits désaccords, n'hésitez pas à me les faire parvenir et aussi me faire parvenir votre top 7 dans les commentaires si ça vous chante. On peut commencer directement à la 7e place, je pense. Je pense qu'on a bien établi le contexte. Et à la 7e place de mon top 7, je me suis permis une petite... à chaque fois, je me permets une petite entorse, mais c'est pas vraiment une entorse, c'est un petit coup de cœur en 7e position. C'est pas forcément le meilleur défenseur central, mais c'est un joueur qui me touche particulièrement. J'ai choisi Thil Tati, le défenseur central du FC Nantes. Pourquoi lui? Alors déjà, c'est pour le présenter un petit peu de manière biographique. Défenseur central gaucher, formé à Nantes. Il a signé son premier contrat professionnel au début de la saison, enfin à l'été 2025, donc c'est sa première saison avec un contrat professionnel avec l'équipe A. 1m92, 17 ans, donc profil assez particulier. Je ne sais pas qui est le dernier défenseur central aussi jeune qu'on a eu en Ligue 1 s'imposer aussi vite dans son club formateur. Faudrait regarder, mais il n'y en a pas énormément qui sont aussi précoces que lui. 17 ans qu'il est Tati, et franchement il est très impressionnant sur un terrain de foot sur beaucoup d'aspects en fait. Déjà comme je l'ai dit, 1m92, donc gabarit assez imposant. On va pas se mentir, c'est assez utile dans les duels aériens. Sa grande taille, il est quand même assez mobile, c'est pas un défenseur central uniquement grand qui à chaque fois que l'attaquant arrive balle au pied face à lui, il est mort. Non, il arrive quand même à tenir les attaquants à la course, même si forcément sa qualité principale c'est pas sa vitesse, mais par son physique il arrive à s'imposer. La chose la plus marquante selon moi, ça reste quand même le fait qu'à 17 ans il dégage un calme assez impressionnant. Il forme un duo de défenseurs centrales avec Chinodia Oisiem à Nantes. Bon, c'est pas non plus la meilleure défense du championnat, et la situation de Nantes, elle est quand même très compliquée, même si je pense que c'est pas forcément de la faute de la défense. Il y a des problèmes ailleurs, notamment au milieu de terrain et offensivement. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent les deux derrière, mais je trouve que le patron de cette défense, c'est vraiment ce jeune Thil Tati de 17 ans qui en impose clairement et qui a vraiment une aura de leader alors qu'il est très jeune.
ça se ressent sur le terrain et c'est aussi par le fait que son entraîneur, il n'hésite pas à l'utiliser de manière fréquente. Hein. Thiel Tati, il est très souvent titulaire. Il a déjà joué l'intégralité des matchs de la saison 2025-2026, je crois. C'est le joueur le plus utilisé de moins de 18 ans dans les 5 grands championnats. Alors, vous faites ce que vous voulez de cette statistique, mais en termes de minutes, voilà, il n'y a pas mieux que Thiel Tati dans les 5 grands championnats de moins de 18 ans. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que son entraîneur, il a confiance en lui. Et cette confiance, on la comprend totalement en tant que spectateur. C'est qu'il inspire un calme olympien. Dans ses relances, ça se ressent aussi, capable de casser des lignes par la passe, pas forcément par la course évidemment, c'est pas sa qualité première, mais on va dire que voilà, il a les qualités de sa jeunesse, mais il n'a pas les défauts. Souvent on peut avoir des jeunes joueurs, surtout en défenseur central, où le problème ça peut être un petit peu de fougue et de folie et qui amène à des pertes de balles dangereuses par exemple. Mais Thiel Tati, c'est vraiment pas le cas, il est très calme, très propre. Et donc, ça méritait pour moi de le faire rentrer dans ce top 7, même si voilà, il y a quand même des défenseurs meilleurs que lui, mais je voulais la placer pour un défenseur qui éclabousse de son talent la Ligue 1, et il a encore une énorme marge de progression à seulement 17 ans. Donc voilà, il est amené à évoluer dans ce classement s'il reste en Ligue 1, parce qu'il est courtisé déjà. Voilà pour Thiel Tati, on peut passer au top 6 directement. Je pense que tout est dit. Top 6, j'ai choisi de mettre Charlie Cresswell, défenseur central du Toulouse Football Club. Arrivé il y a 2 ans, donc au début de la saison 2024-2025, il s'est directement imposé pour faire un petit peu sa biographie. C'est un jeune défenseur de 23 ans, donc il commence à avoir petit à petit de l'expérience. 1m90, gros bébé. Pour le coup, lui, il est aguerri, affûté physiquement. C'est quand même un sacré bonhomme, Charlie Cresswell. Il est dans les équipes de jeunes, il est anglais, dans les équipes de jeunes en Angleterre. U21 notamment, il a gagné l'Euro U21 avec l'Angleterre, le dernier en date. Donc ça montre aussi qu'il se fait remarquer dans les catégories jeunes et pas que à Toulouse, et on le comprend parce que quand on le voit sur le terrain, c'est quand même un profil donc sacré gabarit, je l'ai dit, 1m90, je sais pas il pèse combien, mais en termes de muscles, il y a ce qu'il faut. Dans les duels aériens, c'est ça sa qualité principale à Charlie Cresswell, on va pas se mentir. Il est capable de courir et d'intervenir à la course, mais sa qualité principale, ça reste que c'est un monstre totalement dans les duels aériens. C'est tout simplement le joueur qui a gagné le plus de duels aériens l'année dernière. Voilà, on va pas se raconter de salade. La statistique, elle est là. Donc ça montre quand même les qualités du garçon. Hein. Il a développé, grâce à son gabarit aussi, mais voilà, un sens du timing, du placement, parce que c'est ça aussi, quand on est toujours bien placé, c'est bien beau de faire 1m90, mais si vous êtes au mauvais endroit, vous n'allez pas intervenir. Lui, il est toujours bien placé. C'est un défenseur qui est très souvent au contact de son attaquant. Il ne va pas laisser de marge pour lui permettre de se retourner et de le mettre en difficulté à la course. C'est clairement un défenseur qui aime bien intervenir sur le joueur de manière assez rugueuse et de prendre le plus tôt possible le ballon. Et également, là où il est intéressant, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais c'est quelque chose qu'il peut apporter. C'est que grâce à sa qualité de jeu de tête, il est capable de marquer des buts. Il a déjà 3 buts cette saison avec Toulouse. Alors ça peut paraître quasiment anecdotique pour certains qu'un défenseur central qui marque, mais on a souvent loué par exemple des joueurs comme Marquinhos pour leur capacité à être des patrons derrière et de marquer de temps en temps, ce qui peut parfois libérer ton équipe et apporter une plus-value. Et bien Charlie Cresswell, il s'inscrit totalement dans ce registre-là.
Son jeu de tête, il est très souvent recherché par Toulouse, qui en plus l'exploite avec des stratégies qui sont très propres à eux. Je pense notamment en disant ça aux longues touches qu'ils ont un petit peu remis au goût du jour cette saison. C'est-à-dire que sur quasiment chaque touche dans on va dire le quart de terrain adverse, ils vont la jouer très longue pour l'amener dans la surface. Et des fois, en fin de match, tu as ton défenseur central qui monte et il peut te gagner le duel qui peut amener sur un but en fin de match. Donc c'est quand même une qualité qui n'est pas à prendre à la légère pour Charlie Cresswell, qui a vraiment, comme je le répète, développé son jeu de tête à son paroxysme, ce qui en fait l'un des meilleurs joueurs du championnat et au-delà même. Pour apporter quand même une légère nuance, ça reste un gabarit qui est physiquement impressionnant, mais qui du coup peut se retrouver en difficulté quand il est face à des attaquants qui arrivent lancés balle au pied ou qui cherchent à prendre la profondeur. Alors ce qui est bien, c'est que quand l'équipe adverse elle cherche à prendre la profondeur et passer au-dessus de lui, c'est souvent compliqué, parce que comme je l'ai dit, son jeu de tête il lui permet de couvrir quand même pas mal de choses, mais ça devient tout de suite plus compliqué quand l'attaquant il arrive lancé balle au pied, et c'est parfois le cas parce que Toulouse il joue très régulièrement, voire tout le temps, dans une défense à 3, et donc Charlie Cresswell il se retrouve souvent sur l'axe gauche avec Nicolas Hyssen, et je crois que c'est McKenzie qui complète la défense centrale de Toulouse, mais souvent il est un petit peu sur le côté, donc obligé de se farcir des courses des attaquants si ton piston il revient pas. Donc c'est là où ça peut le mettre un petit peu en danger quand il se retrouve face à des attaquants rapides et techniques. Mais sinon, ça reste un défenseur central qui est amené à grandir, à progresser et à, je pense, s'imposer dans une meilleure équipe que Toulouse, on va pas se mentir. Parce que même s'ils font partie des meilleures défenses, si on retire les équipes du top 6, Toulouse, ça reste très compliqué, que ce soit cette saison ou les saisons précédentes. Donc pourquoi pas aller voir aussi ailleurs s'il y a des opportunités la saison prochaine. Mais c'est sûr que c'est un défenseur central qui se fait pas, qui se fait remarquer sur le terrain avec son gabarit. Il prend beaucoup de ballons. Voilà, il est amené à avoir des regards qui se posent sur lui, et je pense que ça peut vraiment lui permettre de progresser s'il trouve un autre projet, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà pour Charlie Cresswell. Je pense qu'on peut directement enchaîner par le top 5. On peut rentrer directement dans le top 5, dans le vif du sujet. Et en 5e position, j'ai mis Aïssa Mandi, le défenseur central algérien du LOSC. Un autre profil que les deux précédents, qui étaient plus des jeunes loups amenés à progresser. Aïssa Mandi, c'est plus un vieux de la vieille, 34 ans pour le tonton algérien. Profil assez différent des deux autres aussi, de par sa taille. 1m86, il est un peu plus petit, mais du coup beaucoup plus mobile athlétiquement. Aïssa Mandi, vieux baroudeur, c'est un joueur qui a connu de très belles choses, que ce soit en club ou en sélection. Je rappelle que c'est quand même le joueur le plus capé des Fennecs, de la sélection algérienne. Donc ça en dit long quand même sur ses qualités. On l'avait vu, alors moi j'ai trouvé très en difficulté la saison dernière, si c'est pas pour dire débordé, dans ses entrées en jeu. Après c'est vrai qu'il a été un petit peu baladé, il a joué aussi latéral, donc ce qui est vraiment pas son poste, on l'a vu. Après j'ai trouvé quand même sur certains matchs intéressants à ce poste-là, où il apportait d'autres choses que des joueurs comme Thiago Santos ou Thomas Meunier par exemple à Lille, sur le côté droit. Mais ouais, la saison dernière ça a été très difficile pour Aïssa Mandi, et on sentait vraiment l'âge. Et là, cette saison, il profite des absences notamment de Alexandro depuis le début de la saison, et de Nathan Ngoy qui est blessé de manière pas régulière, mais de temps en temps, pour vraiment s'imposer comme le patron de la défense. Voilà, c'est lui qui joue le plus de matchs en défense centrale depuis le début de la saison à Lille.
Et cette confiance que lui donne Bruno Genesio, elle se ressent complètement sur le terrain. Il apporte vraiment des choses que peu de défenseurs centraux en Ligue 1 peuvent apporter, parce qu'il apporte une expérience quand même impressionnante, une science du jeu qui est impressionnante aussi, hein, forcément, avec tous ces matchs joués. Il sait parfaitement comment se placer, et du coup ses éventuels défauts qui sont, on va pas se mentir, la vitesse, parce que déjà que c'est pas un joueur qui de base était très rapide. À 34 ans, c'est vrai que ça commence à être difficile. On commence à voir poindre une légère charrette derrière Aïssa Mandi, mais on ne peut pas lui en vouloir. Mais du coup, il compense parfaitement ce défaut par un placement qui est souvent impeccable. Et du coup, il est très rarement pris par les attaquants, parce qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment, et que du coup, si tu es premier sur le ballon avant lui, il va quand même être au bon endroit, et il va intervenir à la source. Il va pas laisser l'attaquant se retourner et le mettre en difficulté à la course. Il va intervenir, quitte à faire faute, quitte à couper l'action. Il sait, en fait, son intelligence et son QI football lui permet de jamais se faire totalement déborder par l'attaquant. Et ça, c'est quand même une qualité qui est très recherchée en tant que défenseur central. Aussi, très très bonne qualité de relance au pied, par la passe. C'est vrai que par la course, c'est un peu plus compliqué pour Aïssa Mandi, on peut le comprendre. Mais du coup, son intelligence de jeu que j'ai souligné précédemment, elle se retrouve aussi quand il a le ballon dans les pieds. Il sait trouver les bons joueurs, les bonnes zones. Très peu de précipitation, très peu j'allais dire de fautes, mais de perte de balles bêtes, parce qu'il y a de l'expérience et il y a la science du jeu. Il sait quel ballon dégager et quel ballon relancer proprement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, il apporte un équilibre, un très bon équilibre dans cette équipe de Lille, où en tant que premier relanceur, il sait quand accélérer et quand le rythme demande d'être diminué. Donc très bon joueur qui connaît vraiment une saison qui est pour l'instant très belle, et celle un peu de la renaissance pour Aïssa Mandi, qui, comme je l'ai dit, joue beaucoup plus de matchs cette saison et enchaîne les bonnes performances avec le LOSC, selon moi. Voilà pour la 5e position. On peut directement passer au 4e. Et en 4e position, j'ai décidé de mettre Naïef Aguerd, le défenseur central de Marseille. Pour le profil, un petit peu, on commence par ça. 29 ans, 1m90, recruté cet hiver par Marseille en provenance de West Ham, si je dis pas de bêtises. On le connaissait déjà en Ligue 1 pour son passage à Rennes, qui avait été vraiment apprécié. Moi, j'avais beaucoup aimé le joueur. Je le trouvais vraiment très très bon. C'était il y a 5-6 ans de ça, hein, je crois, que son passage à Rennes. Vraiment joueur calme, fort, costaud. Je l'ai dit, 1m90, il est grand, donc capable d'intervenir dans les duels aériens sans souci. Il est arrivé à l'OM en tant que fort joueur, hein, quand même. Naïef Aguerd, il s'est fait un nom, que ce soit en club ou en sélection, où il faisait notamment partie du groupe qui a joué les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, même s'il n'était pas titulaire, je le précise. Naïef Aguerd, c'est quand même un nom en tant que défenseur central au Maroc et en Ligue 1 également. Très bon choix de recrutement par l'OM, parce que ils ont pris donc Naïef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard, donc triple recrutement en défenseur central cet été. Et tous les trois apportent des choses différentes. Naïef Aguerd, lui, c'est vraiment, par sa taille, vraiment cette capacité d'intervention en l'air, hein, dans les duels aériens, comme je l'ai dit. Dans le système de De Zerbi, dans la défense à 3, il est vraiment capable de jouer dans l'axe, ou alors de jouer
ouais, lui c'est plus un défenseur central axial parce que par sa grande taille, on aime bien l'avoir en tour de contrôle et aussi très bonne qualité de relance. Donc si ça peut être lui le premier à avoir le ballon dans les pieds pour l'équipe, bah, c'est pas plus mal. Je pense que c'est ça aussi qui plaît à De Zerbi, c'est qu'il est, il est calme, serein et il a des bons pieds, on va pas se mentir. Il est copain avec ses pieds, Naïef Aguerd. Ça, il n'y a pas de souci. Quand même, il commence à avoir pas mal d'expérience. Hein. Je l'ai dit, 29 ans, c'est plus un tout jeune. Il y a quand même 57 sélections avec le Maroc aussi. Donc ça apporte pas mal d'expérience. Très bonne dans ses qualités principales, il y a une très bonne lecture du jeu. Il sait comment le jeu va évoluer et du coup adapter son placement pour intervenir. Il est très souvent pris à revers dans son dos, là où ça peut être plus compliqué. Forcément, c'est quand les attaquants ils arrivent lancés face à lui. Du coup, là, par sa vitesse, ça peut être aussi un peu compliqué. Mais dans son dos, il y a peu de choses qui se passent, hein, on va pas se mentir. Il est capable d'assurer une très bonne couverture. Et encore plus quand il joue axial dans une défense centrale en tant que dernier stopper. C'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un Naïef Aguerd en dernier rideau. Là où on peut mettre une petite nuance, c'est sur sa capacité à à jouer toute une saison au niveau comme il est là. C'est vrai qu'il y a déjà eu des blessures cette saison, notamment à Lens, qui lui ont fait manquer pas mal de matchs. Il a joué que 9 matchs en Ligue 1 sur les 14 qui se sont déjà joués. Donc, ouais, l'interrogation, elle est là. Est-ce qu'il est capable de tenir son rang pendant toute la durée de la saison? Ça reste à prouver, mais en tout cas, quand il est sur le terrain, c'est clair que c'est un défenseur central qui est rassurant. Et je pense que pour les milieux de terrain de Marseille et les compères qui l'accompagnent en défense, ça les arrange bien d'avoir un Naïef Aguerd derrière eux pour un petit peu sauver la boutique et tenir les murs en cas de fuite, comme ça peut arriver de temps en temps à Marseille. Mais dans ce début de saison, on sent que la solidité défensive, elle est vraiment clé du succès en fait de Marseille, hein, qui fait vraiment un très gros début de saison, même s'il y a eu ce faux pas le week-end dernier qui les a empêchés de prendre la première place. Ils se battent quand même dans ce registre-là, donc c'est intéressant et c'est aussi dû à cette solidité défensive qui est apportée quand il est sur le terrain par Naïef Aguerd. Donc voilà, j'avais envie de le mettre dans mon top 7. Il est 4e, il y a des gens devant lui, mais quand même très, très intéressant le recrutement de Marseille pour Naïef Aguerd. On peut rentrer déjà sur le podium. Les trois derniers concurrents, les trois derniers guerriers. Et en 3e position, à la dernière marche de ce podium, j'ai mis Malang Sarr, le défenseur central de 26 ans du RC Lens. Pour présenter un petit peu son profil, voilà, je l'ai dit, 26 ans, 1m83. Donc plus petit, c'est le défenseur central le plus petit que j'ai dans ma liste. Et en vrai, quand vous voyez sur le terrain, vous voyez qu'il n'est pas grand, mais il compense très largement sa petite taille, entre guillemets, parce qu'un 1m83, c'est pas petit, mais c'est juste que par rapport aux autres défenseurs centraux, on a l'habitude d'avoir des grands défenseurs centraux pour justement avoir cette capacité d'intervention dans les airs, quand il y a des longs ballons de la défense adverse, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir un défenseur central de moins d'1m85, mais Malang Sarr, il compense cette taille par un physique complètement délirant. On va pas se mentir, athlétiquement, Malang Sarr, c'est l'un des plus galbés de ce top 7 et de la Ligue 1. Il est très très costaud. Si vous le regardez sur un terrain, vous allez directement voir que c'est pas un joueur qu'on bouge à l'épaule facilement, voire c'est complètement impossible, hein. Il a des épaules
qui font 2 fois votre largeur d'épaule à vous, des cuisses, c'est totalement délirant. Donc là-dessus, il compense parfaitement. C'est une belle histoire en plus, Malang Sarr à Lens, parce que c'est vrai que la saison dernière, ça a été plus que compliqué, on va pas se mentir. Malang Sarr, il jouait très peu de matchs. Il n'avait pas la confiance de son entraîneur. En plus, il a enchaîné un petit peu les blessures. Donc la saison dernière, elle a été très compliquée. Il n'était pas du tout dans les plans et il était vraiment remplaçant du remplaçant en défense centrale à Lens, alors que Lens ne faisait même pas une super saison. Et cette année, il s'impose vraiment comme l'un des meilleurs défenseurs central de Ligue 1 et de Lens. J'aurais pu prendre à Lens Samson Baidoo, parce que lui aussi il fait un très gros début de saison. Je choisis de prendre Malang Sarr parce qu'il y a aussi cette belle histoire d'un joueur qui revient, qui a la force mentale de ne pas lâcher, de compter sur ses qualités. Et ça paye en fait, on le voit cette saison, il est inamovible dans le système de Pierre Sage qui lui a donné toute sa confiance et qui est rendu par Malang Sarr, qui est un joueur, on le sait, qui joue beaucoup à la confiance. Cette saison, on a vraiment vu ses qualités défensives, mais aussi sa fiabilité avec le ballon, c'est-à-dire qu'en tant que défenseur central dans une défense à 3, on a vu qu'il était capable de casser des lignes, que ce soit par la passe ou par la course. Ça, c'est quand même une qualité qui est très importante, surtout quand on joue dans une défense à 3. T'as pas envie que ton défenseur central, dès qu'il ait le ballon, il dégage devant et que le ballon soit perdu instantanément. C'est quand même un système qui est fait pour que tu aies plus de relanceurs en tant que premier rideau. Et Malang Sarr, il rentre parfaitement dans ce registre-là de défenseur central qui est capable de porter balle au pied la relance. Donc très important, comme je l'ai dit, il n'est pas grand mais très mobile, hein. Évidemment, sa plus petite taille lui permet de plus être rapide par rapport à d'autres défenseurs centraux par exemple. Et une fois qu'il arrive à votre niveau et que le duel doit se jouer, vous pouvez aller vous replacer en défense, hein, à l'épaule, dans le duel au sol. Vous avez peu de chances de vous imposer face à Malang Sarr, on va pas se mentir, le gabarit est quand même imposant. Une statistique qui prouve que le joueur fonctionne très bien et qu'il est essentiel dans le système Pierre Sage et dans l'équipe lensoise, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels défensifs en Ligue 1 cette saison. Il est à 82% de duels défensifs gagnés. Donc quand vous arrivez face à Malang Sarr, vous avez beaucoup de chances de perdre le ballon et qu'il finisse par le récupérer. Ça montre quand même sa solidité défensive et son retour en grande pompe cette année en Ligue 1. Évidemment, il y a quand même des interrogations sur sa capacité à tenir ce rythme-là cette saison. On connaît les capacités de Malang Sarr, on connaît aussi sa fragilité au niveau des blessures, mais chose intéressante, c'est qu'il est déjà revenu cette saison à un très haut niveau où on ne l'attendait même pas. Donc ça montre aussi ses forces mentales, et ça c'est des qualités qui sont toujours appréciées chez un défenseur, capable de calmer une équipe, jouer avec confiance. Et donc même s'il se blesse, on ne doute pas qu'il sera capable de revenir dans de bonnes conditions, parce que là, la confiance qu'il a engrangée dans ce début de saison, elle est quand même assez importante et essentielle pour le groupe lensois, qui fonctionne aussi bien, aussi grâce à lui. On rappelle que Lens est premier cette saison, avant le week-end de la 15e journée, donc c'est pas rien. Et ça, c'est aussi grâce à leur assise défensive et le retour en forme olympienne de Malang Sarr. On passe dans le top 2, les deux meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Qui seront-ils? On commence par le deuxième,
celui qui est arrivé la saison dernière et qui s'est directement imposé comme un cadre et comme l'un des meilleurs joueurs à son poste du monde, hein, on va pas se mentir, l'année dernière. Je parle bien sûr de William Pacho au Paris Saint-Germain, défenseur central de 24 ans, 1m88, arrivé la saison dernière en provenance de Francfort pour 40 millions, si je dis pas de bêtises. On va pas se mentir, quand il est arrivé l'année dernière pour 40 millions, il était complètement inconnu au bataillon, à part les spécialistes football du championnat allemand ou les équatoriens qui suivent le foot. En France, il y a peu de personnes qui le connaissaient véritablement, William Pacho. Et dès ses premières minutes, dès ses premiers matchs, il s'est vraiment imposé comme le joueur je vais y arriver, le meilleur joueur à associer avec Marquinhos. C'est vrai que il y avait ce besoin à Paris d'avoir un joueur qui est capable de jouer dur à côté d'un Marquinhos qui lui est plus propre relanceur. Et Paris a vraiment trouvé son stopper agressif en la personne de William Pacho. Hein. Pacho, c'est un joueur rugueux, dur sur l'homme, qui n'a pas peur d'aller mettre la tête là où on ne mettrait pas notre pied. C'est vraiment ce qui le caractérise le plus. Et c'est grâce à ça qu'il a tout de suite convaincu son entraîneur, qui en a fait le joueur qu'il a utilisé le plus la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises, dans l'année où ils sont titrés, où ils gagnent la Ligue des Champions. Donc quand même, ça en dit long. Il arrive à Paris, au bout d'un an, il est le joueur le plus utilisé et ils ont gagné la Ligue des Champions qu'ils recherchaient depuis des années. Je dis pas que c'est grâce à lui uniquement, mais ça montre aussi l'impact qu'il a eu dans ce collectif parisien. Et ouais, défenseur très apprécié par Luis Enrique, et on le comprend. Dans les duels physiques, il est très impressionnant, grande taille, 1m88, mais gabarit qui lui permet aussi de combler par la course, même si, comme je l'ai dit, lui c'est plus focalisé, marquage sur l'homme et Marquinhos en couverture. Il est capable de revenir. Il a quand même une pointe de vitesse qui est intéressante. L'année dernière, l'un des meilleurs joueurs à son poste du monde. Cette saison, il a manqué quand même pas mal de matchs à cause des blessures. C'est un petit peu la rengaine de tout l'effectif parisien, malheureusement, cette saison. Du coup, ça ne me permet pas de le placer plus haut, en première position. Paris ne fera pas le triplé. J'avais déjà mis Lucas Chevalier, meilleur gardien, Nuno Mendes, meilleur latéral gauche. Latéral droit, on verra. Mais on verra comment je me débrouillerai si on considère les blessures ou non. Mais cette saison, ouais, comme je l'ai dit, un peu plus compliquée parce qu'il a manqué pas mal de matchs. Et qu'en plus, on a vu un petit peu ses lacunes, notamment en Ligue des Champions. Mais si on considère qu'en Ligue 1, ça reste un patron, un leader. Pas forcément vocal, mais dans l'impact qu'il est capable d'apporter. Et c'est un joueur qui est forcément craint par les attaquants, parce que quand vous avez un William Pacho dans votre dos, c'est quand même un sacré athlète. Hein. Faut résister face à lui. Et il a quand même toujours cette faculté à bien se placer, à toujours avoir le pied juste au bon endroit. Joueur très intelligent. Donc c'est pour ça que, selon moi, il est le deuxième meilleur défenseur central de Ligue 1. Pas premier, parce que premier, on a quand même un défenseur qui, depuis le début de saison, affiche un niveau de jeu assez impressionnant et pas forcément attendu à ce niveau-là. Je parle de Moussa Niakhaté, défenseur central de Lyon, qui depuis le début de saison, vraiment arrive à un niveau qui est son prime, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que c'était pas évident quand on commence la saison à Lyon, avec en plus tout le contexte, que ce soit économique, sportif, qu'on connaît
autour du club, il n'y avait pas forcément eu de recrutement. Et on avait compté sur Moussa Niakhaté pour passer un cap et vraiment porter l'équipe au niveau leadership. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il arrive à faire cette saison. Niakhaté, c'est quand même un défenseur qui commence à avoir une certaine expérience. Il a 29 ans. 1m90. Lui aussi, si vous le voyez sur un terrain, vous n'allez pas le manquer. C'est un athlète quand même assez impressionnant. Montagne de muscles. Et ça, pour un défenseur central, c'est quand même sympa. Là où je disais on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est qu'il a connu quand même des saisons plus que compliquées à Lyon. Il lui a fallu un temps d'adaptation assez important pour faire sa place dans ce collectif-là. Et on lui reprochait souvent de faire des bons matchs, mais être beaucoup trop irrégulier dans ses performances. Et là, c'est vrai que cette saison, il a totalement inversé cette dynamique-là, aussi grâce à la confiance qui lui est donnée par Paulo Fonseca, qui, je pense, quand il fait sa liste de matchs, Niakhaté, c'est le premier joueur qui coche sur la composition d'équipe, tellement il est fiable et régulier cette saison dans ses performances, et des performances à très haut niveau. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est c'est le meilleur défenseur du championnat de Ligue 1. Comme je l'ai dit, 1m90, je sais pas il pèse combien, mais c'est un sacré gabarit. Donc quand vous vous retrouvez au duel avec lui, vous avez beaucoup de chances de ne pas vous en sortir. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand même dans des duels face à des attaquants qui pouvaient lui tenir tête au niveau physique, comme c'était le cas face à Lille, quand il a dû affronter Olivier Giroud. Il en a fait qu'une bouchée. Il l'a pocket comme il faut, Olivier Giroud, dans les duels qu'il a eu à négocier. On sait que Giroud, c'est l'un des meilleurs joueurs. Ça a été l'un des meilleurs joueurs du monde de la tête et dos au jeu pour conserver le ballon. Moussa Niakhaté, il a réussi à le museler et à intervenir quand le ballon arrivait sur Olivier Giroud dos au jeu, ce qui est l'une des choses les plus compliquées quand on est défenseur central face à un attaquant aussi grand et puissant que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc ça m'avait beaucoup impressionné. Un aspect, parce que ça on le savait, il a toujours fait 1m90, il a toujours été très costaud, Moussa Niakhaté, mais un aspect où il a énormément progressé, et c'est là où on voit tout le travail qu'il a fourni, c'est balles au pied dans les relances. Cette année, clairement, avec Lyon, c'est lui le premier relanceur de son équipe. Lyon, c'est une équipe qui aime bien quand même avoir le ballon, avoir la possession, et c'est vraiment Moussa Niakhaté qui s'est imposé comme le premier relanceur. Et statistiques non des moindres, on parlait des 3 buts de Charlie Cresswell qui peuvent apparaître comme une cerise sur le gâteau. Là où c'est beaucoup moins anecdotique, c'est que Moussa Niakhaté, il a déjà 2 passes décisives cette saison, et il est capable de mettre vraiment des ballons, il est capable de transpercer toute une défense avec une passe. Il a une vision de jeu qui lui permet de repérer les bons appels. Et derrière, il a beaucoup progressé avec le ballon dans les pieds. Et il a vraiment progressé sur sa qualité de passe. Et du coup, ça devient un danger. Vous ne pouvez pas laisser le ballon à Moussa Niakhaté en tant que premier relanceur sans risque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, régulier, fiable. Il sait aussi quand il faut accélérer le jeu, jouer vers l'avant et mettre la pression. Il sait aussi quand il faut calmer, conserver le ballon et jouer la possession. Donc ça aussi, c'est une qualité recherchée chez un défenseur central. Quand il arrive à sentir le jeu, sentir les temps forts, sentir les temps faibles, ça c'est intéressant. Et ouais, là où l'aspect où ça me marque le plus, c'est qu'il est capable de créer le décalage avec une seule passe. Et ça, c'est quand même un atout assez important pour Lyon, qui a des très bons milieux de terrain. Mais si vous n'avez pas le défenseur central pour les toucher dans les bons espaces, ça ne sert pas à grand-chose. Et depuis le début de saison, Moussa Niakhaté, il arrive à mettre ses milieux de terrain et ses attaquants dans les meilleures dispositions pour relancer proprement. Et c'est aussi grâce à ça
que Lyon a réussi à performer. On l'a vu quand il n'était pas sur le terrain, Moussa Niakhaté, il a manqué quelques matchs. Ça s'est directement senti dans l'aspect défensif, mais aussi offensif. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur défenseur central de Ligue 1 à l'heure actuelle. Peut-être que ça sera amené à évoluer au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, c'est le cas pour moi. Voilà pour ce nouveau top 7. On continue tranquillement cette petite série. Le prochain, ce sera les latéraux droits. En attendant, on va profiter de cette fin de semaine, de ce week-end de Ligue 1 qui est très important. Donc, on profite tous ensemble. Je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve que ce soit sur YouTube ou sur Twitter comme d'habitude, mon Twitter en description pour réagir au match. Et voilà, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Allez, salut!